Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Je me dis qu'on se tire tous vers le haut. Et moi, j'aime bien m'entourer de gens solaires. J'aime bien m'entourer de gens qui vont me tirer vers le haut, justement. Et les personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre, sans arrêt dans la négativité, finalement, ils se rendent pas forcément compte, mais ils entraînent avec eux aussi la négativité et on se tire tous vers le bas. Depuis plus de 15 ans, Sylvaine Cussot, dit Sissi, est un soleil qui rayonne sur la planète Trail. Elle a décidé une fois pour toutes d'éclairer les zones sombres de la vie par des sourires qu'elle partage volontiers avec tous ceux et celles qu'elle croise sur son chemin. Sissi Cussot est une personne rare qui vous transmet une énergie incroyable. Alors, profitez-en. Sissi Cussot, 43 ans, et la banane, hein, c'est ce qui va avec. C'est ton fruit préféré, j'imagine? Pas vraiment, mais j'adore la banane. Mais c'est pas mon fruit préféré. C'est dommage parce que ça te va bien. Sissi, pourquoi alors? C'est l'impératrice, c'est Romy Schneider, c'est quoi alors? Si, en fait, c'est comme ça que m'appelait mon papa quand j'étais petite. C'est resté. Moi, je suis pas très fan de mon prénom. Je t'avoue que Sylvaine, j'aime pas trop. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Mes copains m'ont appelé comme ça et c'est resté. Et quand on me demande, tu préfères Sissi, tu préfères Sylvaine? Moi, je préfère Sissi, mais après, mon vrai prénom, c'est Sylvaine. Donc, on m'appelle comme on a envie de m'appeler. Ouais, mais à la base, donc dans l'esprit de ton père, c'était SY alors. Oh, l'écriture, c'est comme on veut aussi, hein. Tant que, on fait ce qu'on a envie de faire et moi, ça me va bien. Mais je dirais que je préfère Sissi. Alors aujourd'hui, tu es un peu au milieu du guet. Je ne sais pas comment il faut te considérer. Est-ce qu'il te faut te considérer comme une ultra-traileuse ou est-ce qu'il faut te considérer comme une influenceuse? Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux? Est-ce que cette passerelle, tu l'as empruntée? Comment tu te définis, toi? Alors, déjà, moi, j'aime pas trop le terme influenceur, un peu comme si c'était un métier, comme si on nous mettait dans des cases. Moi, je pars du principe que quand on commence à faire un sport ou une activité qui est une passion et qu'on la partage, on peut devenir influenceur dans le sens où on peut influencer des gens sur certaines choses. Influencer sur des façons de pratiquer, influencer sur des endroits où aller, sur des façons de vivre, sur la façon dont on s'équipe, etc. Mais j'ai du mal à mettre les deux choses dans deux cases différentes. Pour moi, un athlète de haut niveau est quelque part influenceur dans le sens où il va être sur le devant de la scène, donc il va gagner une course avec des chaussures de telle marque, tel modèle, et même si il le partage pas forcément sur les réseaux, les médias vont le partager et les gens vont potentiellement acheter la paire de chaussures parce que il a gagné le marathon de Paris ou je sais pas quelle course. Donc il va influencer quelque part les gens. Donc j'ai vraiment du mal avec ce terme, comme s'il fallait se mettre dans une case. Moi, je suis une passionnée, une pratiquante. J'aime partager, j'aime échanger, j'aime vivre à fond mon sport. Et après, si ça peut influencer dans le sens positif, tant mieux. Oui, parce qu'en fait, à la base, l'influence, c'est pas un terme négatif, c'est juste certaines personnes qui se sont appropriées ce titre-là pour faire peut-être une communication qui est critiquable. Mais globalement, l'influence, c'est pas négatif. Non, j'ai pas dit que c'était négatif, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire un parallèle entre influenceur et nombre d'abonnés sur les réseaux. Alors que quelqu'un qui a 100 abonnés au final va peut-être pas être mis dans la case influenceur parce qu'il aura pas, entre guillemets, assez d'abonnés. Sauf que il peut très bien influencer quand même plein de personnes à travers d'autres médias, en fait. Moi, je te mets quand même dans la case bonheur, dans la case soleil, dans la case plaisir. Alors, c'est vrai que tu es perçu comme ça. Je veux dire, je t'ai jamais vu sur un de tes posts faire la gueule. Je t'ai, même dans la souffrance, même quand tu te casses la figure, même quand tu as mal, il y a toujours ce sourire qui ressort. Alors, est-ce que c'est une posture
Et c'est quelque chose que tu as fabriqué au fur et à mesure des années ou est-ce que c'est quelque chose qui est en toi depuis toujours et qui est naturel, quoi? Alors non, je fais pas de calcul, je suis pas à me dire, je me suis pas construit un personnage du tout. Je suis c'est je pense que c'est ma personnalité. Après, comme tout le monde, j'ai des moments où ça va moins bien, j'ai des moments où je souris moins, j'ai des moments où je pleure. C'est quand Heu, la dernière fois que tu as pleuré? la dernière fois que j'ai pleuré, bah, c'est, sur, la course, l'Ultra Trail d'Oléron parce que j'ai écouté, de la musique et c'était la chanson qu'on a passée à l'enterrement de mon papa. C'était quoi? C'était à l'arrivée, c'était la chanson de Vianney, Alléluia. Et voilà, quand on a mis mon papa, sous la terre, et ben, il avait cette chanson et à chaque fois qu'elle passe et que je cours, parce que je l'ai mis dans ma musique de running, en fait, et ben, voilà, ça me fait pleurer. C'était juste en arrivant à la citadelle. Du coup, j'ai coupé la musique parce que je voulais pas franchir la ligne en pleurant. Mais voilà, ça m'arrive, d'être triste, mais c'est pas forcément des moments que j'ai envie de partager, en fait. Parce que moi, j'aime bien que les gens, en fait, je me dis qu'on se tire tous vers le haut et moi, j'aime bien m'entourer de gens solaires, j'aime bien m'entourer de gens qui vont me tirer vers le haut, justement et les personnes qui sont, sans arrêt en train de se plaindre, sans arrêt, dans la négativité, finalement, ils se rendent pas forcément compte, mais ils entraînent avec eux aussi la négativité et on se tire tous vers le bas. Donc ouais, moi, je réfléchis pas trop à ça, mais c'est vrai que bah, je me dis toujours que la vie est belle, que, voilà, il y a pire que ce qu'on vit des fois. On vit tous des moments difficiles, mais je pense que voilà, c'est en moi, sûrement une personnalité assez positive et qui fait que quand je vois quelqu'un qui sourit dans la rue, j'ai envie de sourire. Donc je me dis: «Moi, si je souris, je donne envie de sourire aux autres». Tu peux encore aujourd'hui, quand quelqu'un te sourit dans la rue, répondre à son sourire sans imaginer qu'il y aura quelque chose derrière? Ah bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, il y a plein de gens, qui donnent, sans rien attendre en retour. Bah, le dernier exemple, c'est, hier, il y avait la remise des prix, de l'Ultra Trail d'Oléron. On a fait 3e avec Claude, donc on a fait un podium. Au podium, on m'a redonné un cadeau et c'est un bénévole qui m'a, confectionné un bijou unique, une édition limitée que pour moi. C'est un Mmh. bijoutier et il y avait pas son nom, il a pas mis son numéro de il attendait pas du tout que je De le retour. contacte de retour. Juste, il voulait me faire plaisir et oui, heureusement, il y a encore des gens qui font des choses, par gentillesse et juste pour donner, sans malsain derrière, en fait, heureusement. Alors les racines sont importantes pour toi. J'ai regardé sur ton site internet, on te voit, enfant, on te voit gamine, on partage ton parcours. Tu parlais de compilation, qui te permet, de traverser, je dirais, de digérer les kilomètres. Chaque morceau a une histoire, chaque morceau a un message, ou c'est juste, agréable à l'oreille? Ou est-ce que, à l'instar de Vianney, tu vas mettre dans cette compilation des choses heu, qui témoignent d'un vécu? Ouais, c'est plus moi, je fonctionne beaucoup, effectivement à l'affect et à l'émotion et ce qui me porte, ça va être, des chansons qui me rappellent des souvenirs. Alors il y a du triste, il y a du joyeux, il y a des chansons qui me donnent envie de danser. Parfois même je chante. Je chantonne quand je cours. J'essaie de pas le faire trop fort parce que je me dis que derrière ils vont me prendre pour une folle, mais ça m'arrive très souvent Tu quand je danses pas suis sur les pas pierres quand même? non, non, quand même pas. Je sautille, parfois je glisse. Mais ouais, pour moi, c'est hyper important, alors, je la mets pas tout le temps la musique. Je sais que quand je suis dans le dur, j'ai un peu plus de mal parce que je dois rester concentrée et puis quand le parcours est un peu engagé aussi, faut être vigilant et concentré. Après, sur des courses comme l'Éco-Trail ou Oléron où il y a pas de technicité, j'aime bien la mettre parce que c'est des bouts droits et parfois tu es un peu seule donc ça met un peu de gaieté. Mais il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, parfois ça bouge, parfois moins, mais ouais, l'émotion est vraiment, importante pour moi, ça me rappelle plein de souvenirs, en fait. L'émotion donc qui te transporte et qui t'a fait tomber amoureuse du trail en fait et si tu dois chercher un déclic, si tu dois imaginer un moment où tu t'es dit, «C'est pour moi», ça serait quoi ce moment-là? Bah, disons que moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du trail et qui m'a amenée un peu dans sa passion à l'époque. Tu faisais de l'athlé quand Je même? faisais de l'athlé, bah, moi je te suivais, toi en tant que commentateur et j'ai toujours, adoré l'athlé. J'ai été passionnée dès mon plus jeune âge. Moi j'étais, à l'époque gamine, fan des Cheveliers, des Mohamed Serbouti, toute l'équipe d'Endurance 72. Tu Oui sais, parce que tu es du j'allais Mans aussi, c'est je pour suis ça. du Mans et moi CrossFit France, j'allais avec mon petit calendrier pour leur faire signer des autographes. Ça je m'en rappelle très, très bien,
on avait des suites à l'époque, quand on montait sur le podium et notre but avec les copines, c'est de ramener des suites à la maison, quoi. Donc ouais, moi je suis partie du cross, de l'athlé. Et puis, naturellement, ouais, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du trail, qui m'a amenée avec lui. J'ai vu, de l'extérieur d'abord, moi en tant que suiveuse, Tu faisais assistante. l'assistance? C'est ça, exactement. Après j'ai eu la chance d'être intégrée vite en tant que compagne, du team ASICS, donc j'ai suivi un peu dans les coulisses comment ça se passait, le haut niveau et ouais, j'ai trouvé ça, incroyable, et puis j'ai eu envie d'essayer naturellement. Moi, je suis assez curieuse et même en athlée, j'ai essayé un peu tout. J'ai fait de la perche, des haies, du steeple, un peu tout type de saut et lancer. En fait, je suis pas, super bonne, je suis pas bonne en rien et nulle en rien non plus. Je suis un peu moyenne en tout, donc ce qui fait que Tu es une sorte de voilà, couteau suisse. ouais, on peut dire ça. En tout cas, ça me décourage pas parce que voilà, j'ai cette curiosité d'avoir envie d'essayer et du coup, comme j'ai vu cette ambiance sur les trails en suivant, sur plusieurs courses, je me suis dit: «Allez, je vais essayer moi aussi». Et voilà, tout de suite, j'ai adoré et puis après, ça s'est bien passé aussi. Je pense que le fait que quand tu as des résultats et que tu prends du plaisir, moi, je suis vraiment guidée par le plaisir et j'ai besoin, de vibrer. C'est pas que la performance qui m'anime et même si, au départ, je faisais pas des super résultats, ben, rien que le fait, d'aimer ça et d'avoir envie de recommencer, c'était déjà tout gagné. Donc ça a fait ouais, ça a fait comme un petit déclic dès les premières fois que j'ai mis un dossard, je me rappelle du trail des Forts de Besançon qui a été dans mes premiers trails. Courir pour des pommes aussi, dans le 42, j'avais fait une grosse entorse, mais voilà, j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est le métier qui rentre». Je savais que dans ce sport, il y avait une part de risque, hein, quand même. Mais ouais, j'ai de suite accroché et ce que j'ai aimé aussi, c'est, en fait, c'est pas forcément le plus rapide qui tire son épingle du jeu en trail. Il y a plein d'autres paramètres. Il y a gérer, son alimentation, gérer son hydratation, gérer son allure sur la durée. Si tu pars trop vite, tu te brûles les ailes et j'aime bien l'idée que, bah, la chance est donnée à tout le monde au final. À partir du moment où tu t'entraînes, tu te donnes les moyens, les cartes peuvent être complètement redistribuées. Sur le papier, au départ, tu as les favoris, les élites et très souvent, il y a des grosses surprises et il y a des retournements de situation, en fait et je trouve ça génial, en fait. C'est une course de l'intelligence, en fait, alors? Il faut être stratège un peu? Alors, stratège et surtout, savoir se connaître, en fait. Parce que parfois tu fais pas de stratégie, mais tu te fais prendre par, «Je suis partie trop vite. Ah, j'ai oublié de manger, ça fait 2 heures que je cours». Donc faut être, un peu organisé, un peu, lucide et puis avoir, avoir un peu, vécu des échecs, hein, parce qu'on apprend avec l'échec. Donc tu sais qu'après, on le dit toujours, l'alimentation en trail, il y a pas de règle vraiment, hein. C'est à chacun de trouver, sa méthode, son protocole. On essaie de tous, copier ce que font les autres, mais en fait ça fonctionne pas. À chacun de trouver, sa façon de faire et bah, au départ tu te plantes, tu prends pas les bons produits, tu prends une boisson qui te correspond pas, tu manges du solide alors qu'il faudrait mieux manger du liquide, tu manges du sucré alors qu'il faudrait manger du salé. Mais ça, c'est en prenant quelques petites claques qu'au final que tu trouves un peu la bonne méthode. Comment tu gères justement, l'échec? Comment tu gères les claques en question dont tu parles, je pense que tu es du style à t'en servir pour mieux rebondir, non? Ouais, c'est ça, ça fait partie du jeu. Il faut pas oublier qu'on est là pour s'amuser, qu'il y a rien de grave à partir du moment où on se blesse pas. Il y a rien, il y a pas d'enjeu autre que, se faire plaisir. Alors oui, il y a des partenaires derrière, oui, on a envie, on a un objectif qui est coché, on a envie d'être performant, mais en fait, c'est pas très grave, si on se rate, ce jour-là. Comme j'aime bien dire souvent, c'est pour moi, il y a 2 choses graves, la maladie et la mort. Le reste, c'est pas grave du tout et il faut rebondir et ce qui est intéressant dans les moments où tu te plantes et ben, c'est d'analyser et puis c'est comme ça qu'on se perfectionne et on se dit: «Bah, là, voilà, j'ai raté ça, peut-être qu'il faut que j'essaye ça» et j'aime bien cette façon de tâtonner pour essayer d'arriver, à quelque chose qui nous correspond chacun et puis, partager aussi avec les autres pour peut-être essayer de recouper des situations qui se ressemblent et prendre, en fait, de l'expérience des autres. Pourtant, tu as quand même des obligations. Aujourd'hui, tu parlais de partenaires,
on peut dire que tu vis quasiment du trail aujourd'hui, donc tu as des comptes à rendre quand même. L'échec, ça doit quelque part aussi, te rendre un peu te gêner un peu par rapport à ceux qui attendent de toi des performances? Ou alors est-ce qu'ils attendent que ton sourire? Je ne sais pas. Non, c'est sûr que tu as envie de faire bien pour les personnes qui t'accompagnent et qui te font confiance, mais je pense que comme tout partenaire, ils savent très bien que l'échec fait partie, de la vie d'un athlète et ça fait partie aussi, enfin, c'est aussi ce qui fait, que tu choisis un athlète. Il peut pas être toujours bon partout, il y a des moments, il se plante. Donc c'est sûr qu'il faudrait pas se planter toute une saison et faire que des ratés. Mais bah, j'espère bien qu'un partenaire, va comprendre et accepter. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours bien passé. Puis après, tu sais, moi, ça a jamais été trop un objectif recherché, dans ma vie, de faire du haut niveau, d'avoir des partenariats. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard, quand j'ai commencé à pratiquer. J'ai, accueilli la chose, en me disant: «Bon, bah, très bien, j'ai des opportunités qui se présentent, je les saisis. Le jour où ça s'arrête, c'est pas grave, moi, ça restera ma passion et je continuerai à courir et à pratiquer». Donc je pense que le fait, de pas forcément avoir recherché ça, fait que je le prends avec peut-être un peu plus de recul et je me dis: «Bon, ben, si ça s'arrête, ça s'arrête». Tu sais, je suis 43 ans, je m'attends à un moment donné à être, aller vers la porte de sortie, il y a les petits jeunes qui poussent. Mais non, l'échec, le partenaire qui n'accepte pas ça, je pense qu'il a rien compris, en fait. Enfin, ce ne sont quand même pas des mécènes et donc s'ils misent sur toi, c'est évidemment pour tes performances parce qu'elles sont encore tout à fait au niveau, mais aussi pour la personnalité qui se dégage de toi. Et est-ce que tu as pas l'impression, en fait, d'arriver à un moment opportun dans notre société, une société qui est très anxiogène, où les gens se méfient les uns des autres et où toi, eh bah, il faut le dire, tu es un peu un rayon de soleil dans tout ça et on a l'impression que rien ne va t'atteindre, que rien va démobiliser cette démarche qui est, d'aller vers les gens, de leur sourire et de partager avec eux tes expériences. Est-ce que tu crois pas que ces partenaires-là, jouent surtout là-dessus, quoi, en fait? Peut-être tant mieux si c'est, entre guillemets «une valeur ajoutée» que je peux apporter. Effectivement, tu prends une team d'athlètes, comme, bah, moi je prends ASICS parce que j'ai connu qu'eux en fait depuis que je fais du trail, ça fait 13 ans maintenant. Au départ on était 6. Maintenant on sort de stage et on était en stage à Minorque, on est à 50, plus de 50. Est-ce qu'il y a d'autres Sissi dans l'équipe? Est-ce que tu as déteint sur certains? On est tous uniques et c'est Non. ça qui est beau dans une équipe et c'est ce que je voulais te dire, c'est que dans une équipe, je pense une marque, peut justement être contente d'avoir des personnalités diverses et variées. Avoir un athlète, très performant et qui pense qu'à sa performance, avoir, une athlète, et ben, qui est plutôt joyeuse et solaire et qui va faire ce qu'elle peut, mais qui va essayer de donner un maximum aux gens, un athlète qui va être un peu le milieu, le milieu des 2. Tu vois? Comme ils essayent de prendre des gens qui viennent de tout horizon, de tout âge et c'est bien normal. Je pense qu'il faut une diversité dans une équipe donc on est tous différents, on est uniques et c'est ça qui fait la beauté, de l'être humain. Alors ton vécu, ton parcours t'a amené à tomber encore amoureuse décidément, tu es une spécialiste, pas seulement du trail mais de la Réunion. Cette île que j'adore bien sûr et comment ça s'est passé? Comment tu as découvert la Réunion? Comment tu as eu envie d'aller, habiter là-bas, à l'autre bout du monde en fait? Loin de tes proches, loin de tes parents? Bah, à la base, c'était pas un projet de longue durée, hein, je suis partie, un peu en «reconstruction» entre guillemets. C'est vrai que je sortais d'une séparation après une histoire de 10 ans, avec le besoin, de tourner une page, d'ouvrir une nouvelle. Donc je me suis dit, pour la bonne façon de le faire, c'est peut-être de partir loin et là où tu connais personne et là où tu connais pas l'endroit. Donc un Il peu faut un comme certain courage quand même pour ça, hein? ouais, je pense. Après moi, ça me correspond. Je savais que je prenais pas trop de risques non plus. J'ai eu la chance de pas avoir, à quitter un job, puisque moi j'étais en télétravail déjà pour Iron et puis je vis, comme tu disais, en partie de mon sport. Donc il y avait tout là-bas qui pouvait me permettre de continuer à pratiquer, assez sereinement, j'ai envie de dire. Mais Donc pourquoi choisir la Réunion? Tu aurais pu choisir un alors pour plusieurs raisons. Déjà, moi j'adore le soleil, j'adore, la chaleur et l'hiver est dur ici. Là-bas, il fait tout le temps beau, tout le temps chaud. J'avais quand même en tête, de faire la Diagonale des Fous un jour dans ma vie
Et je me suis dit, elle me faisait très peur cette course, très, très peur. J'étais jamais allée là-bas, j'avais vu des images et je me suis dit: «Si tu vas pas avant, tu pourras jamais te lancer dans cette course», tellement elle m'effrayait vraiment. Parce qu'en fait, dans les médias, tu vois que le côté dur de cette course. En fait, il y a plein de moments un peu plus faciles. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est le moment d'aller découvrir le terrain de jeu pour, voir si vraiment, tu peux te lancer sur cette course, et pas aller te planter ou, aller, au départ alors que c'est pas un truc qui te correspond». Et puis ouais, l'île, moi j'ai un truc, j'ai une affection pour les îles. Ma maman est vendéenne, elle est née à Noirmoutier, j'ai passé mes étés à Noirmoutier. J'adore ce mélange mer-montagne, l'apaisement de la mer, le fait de pouvoir, passer en 30 minutes d'un environnement montagneux à mettre les pieds dans le sable. Ce côté-là, j'aime beaucoup. Et puis après la Réunion, ben, tu pas trop dépaysé, ça parle français. Tu loin, mais ça parle français. Il y a quand même, tu pas perdu au milieu de nulle part. Il y a des supermarchés, il y a voilà, il y a pas des gros changements au niveau, du cadre. Enfin, tu venu plusieurs fois, tu vois? N'empêche que tu romps quand même avec ta famille, tu es proche de ta famille, je veux dire, on le voit dans tous tes posts et là, il y a quand même une déchirure malgré tout. Ouais, mais aujourd'hui, avec, les moyens de communication, tu peux facilement rester en contact et on se rend compte au final que, parfois tu échanges plus avec tes proches quand tu es loin et au final, quand je rentre, je passe plus de moments de qualité avec mes proches parce que déjà, j'ai pas repris de logement, donc quand je reviens, je vais passer une semaine chez maman, une semaine chez les copains à Toulouse. Chez ta Alors sœur que aussi ou pas? non, pas trop chez ma sœur, mais je vais plutôt chez ma maman et puis, Parce que ta sœur, c'est ta jumelle? ouais, tout à fait. Ouais, et il y a pas cette, notion de Non, gémellité, non, pas du tout, on n'est pas très Quoi, proches, vous êtes des fausses jumelles ou des vraies? fausses, ouais, ouais, D'accord, fausses. d'accord. On n'est pas très proches, pas plus qu'avec mes autres frères et sœurs, en fait. Pourquoi vous êtes combien? On est 7 frères et sœurs. Ah oui! Ouais. Ah oui, effectivement, et toi, tu es à quel poste là, Et ben, j'ai un grand frère, donc ma sœur et après on a 4, petits frères et sœurs, de mon papa qui a eu 4 enfants avec, une autre femme. D'accord, Donc d'accord. on est 3 plus 4. Bon, donc te voilà à La Réunion, tu sors de cette séparation dont tu parles avec pudeur, mais tu en parles beaucoup quand même. Donc j'imagine que tu as été, profondément blessé, que tu devais te trouver, au fond du trou. Tu as connu donc le fond du trou. Est-ce que la course a été une forme de thérapie? Est-ce que tu perçois ça comme ça? Alors tu parlais de l'éloignement, mais il y a la course aussi. Ouais, tout à fait. La course, c'est thérapie pour moi, c'est un médicament pour tout, en fait. Je sais pas si ça te le fait, mais enfin, tu cours aussi, toi. Quand le matin, tu te réveilles, tu te sens pas hyper, je sais pas, un peu chafouin. Moi, je sais que je vais chausser mes baskets, je vais partir courir 1 heure, je vais revenir et ça va aller mieux. Il se passe un truc, en fait, avec le sport ou le vélo, mais il y a un truc qui fait que bah, c'est sûrement scientifique, c'est les endorphines. Enfin, c'est Mais c'est quoi? l'hormone du bonheur. Ça a un côté apaisant ou ça t'éclaire le cerveau, tu réfléchis mieux? Comment tu perçois ça, toi? Ouais, il y a une partie à la fois, ça t'éclaircit, tu penses à plein de choses, tu fais du tri dans ta tête, et à la fois tu t'aères, tu extériorises, t en gros, tu extériorises tout le négatif et comme tu mets de l'ordre, tu fais rentrer du positif, quoi. Il y a un peu les 2. Donc et puis tu as l'impression de te nettoyer, nettoyer ton corps, nettoyer ta tête. Moi, si je fais un peu des excès, à une soirée, tu as des gens, ils vont dire: «Bah non, j'ai mal à la tête, je veux pas courir». Moi, c'est l'inverse, c'est justement, je vais aller me nettoyer, je vais transpirer un bon coup, puis ça va aller mieux. Donc la course à pied, ouais, c'est une thérapie pour plein, plein, plein de choses, la tête, le corps, pour avoir discuté avec certaines personnes. Alors on a chacun nos raisons de courir, mais je pense que dans ces moments-là où que ce soit des ruptures, que ce soit, Des deuils des aussi? décès, tout à fait, des problèmes dans ton travail, va courir, mets une paire de baskets et ça soigne beaucoup de mots, MAUX. MAUX. Pour en revenir à La Réunion et à la mythique, diagonale dont tu es, devenue, par la force des choses une spécialiste, c'est au-delà d'une course. Enfin moi je considère pas que c'est une course, je pense que c'est vraiment une quête. Est-ce qu'à chaque fois que tu prends le départ de la diagonale, tu tu vas tu vas te lancer dans une aventure nouvelle? Tu sais que tu vas retrouver en toi des choses que tu ignores encore peut-être? Ouais, c'est vrai, je pense que si tu prends ça comme une course, en soi, c'est pas forcément, positif et il vaut mieux le prendre comme une aventure, comme une genre d'introspection, Un un travail sur voyage soi. intérieur. Mmh. Faut
l'erreur, c'est de commencer à se comparer. Moi, j'aime pas la question chaque année, ça revient tout le temps avec les médias, les pronostics, C'est qui horrible. va gagner. Ah ça, je déteste ça. J'ai l'impression qu'on est des chevaux de course Ouais. et avec des numéros et alors moi, je m'en détache complètement. Je sais qu'il y a des athlètes qui le vivent pas bien et qui se mettent une pression avec ça. Moi, ça va, ça me passe un peu au-dessus et puis ça me fait plus sourire qu'autre chose parce que souvent ils oublient, des athlètes qui sont pas annoncés. Mais, moi je sais que, je pense à Manon Campano, l'année dernière, qui fait 2e, elle était pas annoncée. Mais toi, tu Et savais? je savais, ouais, je la connaissais et du coup, quand tu commences à te comparer aux autres, à partir avec, déjà en regardant qui y a, à essayer de chercher un pronostiquer un classement, pour moi, c'est pas une bonne façon de faire. Donc il faut faire sa course, procéder, étape par étape. La Diagonale des Fous, c'est une course qui est très dure, qui est très longue. Tout peut arriver, tu passes par, là encore cette année, ça va être pire, j'ai l'impression, le Oui, parce qu'ils parcours l'ont va rallongé, changer. en plus. Rallongé, on passe par, d'autres sentiers Ouais. plus techniques. Alors je pense que je vais aller me faire un petit peu de reco parce qu'il y a des endroits que je connais pas. On va découvrir autre chose, c'est bien aussi la nouveauté. Mais ouais, c'est une course à part. C'est une course à part et puis tu as cette ambiance au départ, Ça, c'est hallucinant. Mais après, tu te retrouves toute seule quand même. Donc, il y a eu des nuits difficiles sur la Diag ou Ah ouais, moi j'ai des hallucinations chaque année, c'est vrai? la 2e nuit, après je le sais donc ça se passe bien parce que j'ai conscience que c'est des hallucinations. Mais ouais, alors la nuit, moi j'aime courir la nuit donc ça me perturbe pas trop et puis je suis dans un environnement, que je connais. Donc c'est encore, quand tu connais l'endroit, tu as tes repères, tu es un peu moins perdu que, une personne qui est jamais allée dans Mafat et qui se retrouve dans la nuit dans Mafat. Il y a des endroits où je trouve que le balisage, moi je me pose pas de questions parce que je connais bien, mais il y a des fois je me dis: «Tiens, si j'étais jamais venue là, je chercherais un petit peu mon chemin». Mais ouais, la nuit, après ça a son charme aussi la nuit, tu entends Est-ce les qu'il y a des crapauds. moments où tu sors de ton corps, où tu as l'impression d'être libérée de l'enveloppe? Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? Moi, je suis assez connectée quand même à moi-même et à l'environnement. Je pense que quand je sors de mon corps, c'est soit tout l'un, tout l'autre, soit c'est très positif. Je suis dans un genre de flow, en lévitation et tout va bien. Soit, je suis, à l'agonie et il faut que je me pose et que je me repose. Donc moi, j'ai toujours été assez cette course, elle s'est, passée, c'est toujours été assez fluide, même si j'ai eu des moments très durs, hein. Là, il y a en ce moment un film, qui passe en festival, sur ma Diagonale des Fous l'année dernière avec le festival Nature Trail. Un film qui s'appelle Tipa Tipa et qui est en hommage à mon papa, justement. Et on me voit dans le taille beat, Exploser? ouais, même moi, quand je regarde les images, Ça te fait mal? ouais, ça me fait mal de me regarder moi-même dans le dur comme ça. Mais tu le sais, en fait, quand tu fais cette course, il y a des moments, tu vas être, au fond du trou et il faut serrer les dents, ça va revenir. Est-ce que tu es de ceux et de celles que je rencontre souvent qui me disent qu'ils portent en elles des gens qui sont partis et qui ont l'impression d'être en connexion avec eux dans cet effort de longue durée? Ouais, tout à fait et c'est ce que raconte, le film. En fait, dans le film, il y a toujours un parallèle avec mon passé et mon histoire avec mon papa notamment et mes débuts en course à pied et justement, voilà, avec moi, il est avec moi, sur toute la Diagonale des Fous et en fait, on fait beaucoup de connotations à ça, pendant tout le film avec, une fin qui lui rend hommage. Est-ce Donc que ouais, tu perçois complètement. des signes, par exemple? Ah bah ouais, tu regardes les étoiles, tu toujours un moment qui te rappelle, la personne à qui tu penses, moi la musique, on en parlait tout à l'heure, des situations. Je prends l'exemple de mon papa, il était toujours, à fond sur le côté, avec ses yeux, de papa fier et du coup, quand je vois des gens, des papas avec leurs enfants, sur le côté, assis là-haut sur réveille ta main, je peux pas m'empêcher de penser à ces moments-là. Donc ouais, on est tout le temps connecté à et ça peut être aussi, quelque chose qui nous fait avancer et qui nous donne, l'énergie, les ressources qu'on pensait plus avoir, la motivation pour continuer, en fait. Le fait d'aller toujours vers l'avant, cette énergie que tu vas puiser, au risque, d'hallucination, est-ce que, ça t'est pas arrivé de te mettre en danger réellement, et a posteriori se dire, «Là, je suis allé trop loin, quoi»? Non, parce que, les hallucinations, j'en ai toujours conscience. Donc, je vais jamais au point où, je sens que je vais basculer et non, parce que là, je sais qu'il y a quand même une part de danger. Après, j'ai fait des grosses chutes, on peut penser à ma course en 2021 quand j'ai chuté et que je me suis fissuré le péroné, mais
En soi, je savais que, ça allait se réparer, c'était pas une blessure, c'était pas Oui, une mais enfin, tu as fracture, quand même continué quand même. ouais, j'ai continué, mais tu sais, dans ces moments-là, tu sais pas, Tu sais pas ce que tu as en fait. on est un peu bête, hein, on a mal et en fait, la douleur est normale. Si tu t'arrêtes à la moindre douleur, tu vas pas au bout d'une épreuve comme ça. C'est normal d'avoir mal. Donc c'est pas évident d'évaluer, la gravité d'une douleur. Maintenant, j'ai quand même, quelques années d'expérience et je savais que j'allais prendre, que pour quelques mois derrière, mais je savais que je pouvais aller au bout, sans que ça bascule dans quelque chose de très grave, quoi. Ouais, et c'est toujours pareil parce que même si tu es, aidé à vivre de ta passion, on va toujours au bout, gratuitement en fait, globalement. Il y a Ouais. et ça doit t'interroger parce que tu es quelqu'un qui a manifestement la tête sur les épaules, tu as fait des études de commerce, enfin je veux dire tu es quelqu'un qui réfléchit, qui prend de la distance par rapport aux choses et il y a pas un côté dérisoire justement à se mettre en souffrance pour rien d'autre que les bras levés à la ligne d'arrivée, quoi. C'est une question de tempérament. Je vais au bout des choses, l'abandon, j'ai du mal avec ça. J'ai vraiment du mal, moi, quand je me fixe un objectif, dans tout, hein, pas forcément que dans le sport, j'aime bien aller au bout des objectifs et pour moi, c'est pas dans mes valeurs, de pas aller au bout de ce que je me suis fixé et c'est, bah, comme quand je suis partie à La Réunion, je suis allée au bout de ce projet, comme voilà, professionnellement, il y a pas mal de cas, que j'ai vécu et c'est pas forcément qu'en course à pied, je pense que c'est une question de personnalité quand tu voilà, tu te poses pas la question, c'est tu prends un départ, tu vas jusqu'à l'arrivée et coûte que coûte, sauf évidemment si tu finis à l'hôpital, hein. J'ai abandonné des courses parce que je me suis, pété, le pouce, ouvert le menton, voilà. Il y a des fois, tu as pas trop le choix, mais tu te poses pas ces questions. Tu te dis pas, «Pourquoi je fais ça?» C'est déjà quand tu as une bonne raison, de pourquoi tu fais les choses, avant de prendre le départ et moi, je dis toujours aux gens: «Avant de vous lancer dans des défis comme ça, posez-vous la question de pourquoi vous le faites» Mmh. et si vous avez la réponse, il y a pas un moment donné où vous allez vous arrêter: «Qu'est-ce que je fais là?» C'est la Alors fameuse pourquoi tu le question: fais alors? «Qu'est-ce que je fais là?» Ben, moi, je le fais, parce que ça m'apporte, alors déjà, j'aime le goût de l'effort, parce que, c'est en moi depuis petite et que, bah, c'est ça, c'est cette envie d'aller au bout des choses. Je prends une ligne de départ, je vais à l'arrivée et je sais que c'est dur sur le moment, mais j'ai tellement vécu de moments durs et l'après, je pense qu'on tous les gens qui courent, ils savent que l'après, la satisfaction d'avoir été au bout de l'objectif, d'avoir tout donné. Alors aller au bout des choses, pour une femme, ça peut vouloir dire aussi avoir des enfants Ouais. et toi ça a jamais été une remise en cause? Non, alors moi, j'ai jamais eu l'envie profonde d'être maman. Je sais que certaines femmes, ne conçoivent pas la vie sans ça. Moi, ça a jamais été un projet, à tout prix dans ma vie. Maintenant, la question s'était posée à l'époque quand j'étais en couple, depuis longtemps avec quelqu'un et puis, bah, la séparation est arrivée au moment où le projet se mettait en place. Ah oui, tu l'avais envisagé quoi? Oui, oui, on l'avait envisagé, ouais, ouais. Après, c'est quelqu'un qui courait beaucoup aussi, donc il fallait qu'on trouve le moment, faire une petite pause, tous les 2 dans les objectifs. Mais après, pour moi, c'est la vie, hein, ça s'est pas fait. Pour moi, c'est un projet qui se fait à 2. Jamais je me verrai, faire un enfant seule. Pour moi, ça doit ouais, c'est un projet de famille et voilà, c'est je suis OK avec le fait de peut-être, ne pas avoir d'enfant. Maintenant, ça va être de plus en plus compliqué avec mon Oui, c'est âge. ce que je pense, mais c'est sans regret. C'est sans regret. Non, non, c'est sans regret. Alors c'est quelque chose de très chouette, ça doit être quelque chose de très chouette dans une vie. Maintenant Tu as combien élevé de neveux et nièces alors? j'ai 3 nièces D'accord. et ouais, j'ai élevé du coup 2 enfants qui n'étaient pas les miens et pareil, m'occuper d'enfants qui sont pas les miens, et avoir un rôle de belle-maman, m'allait très bien aussi, donc c'est peut-être quelque chose que je vais revivre plus tard. Et adopter? Adopter, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Si le déclic arrive, à un moment dans ma vie, que je suis, bien avec quelqu'un et que c'est trop tard pour avoir des enfants, pourquoi pas? Au Kenya par exemple, parce que tu reviens d'Iten. Mmh. Qui est un endroit absolument merveilleux, que tu imagines, transposable au trail d'ailleurs, et fatalement un jour ou l'autre les Kenyans et les Kenyanes vont venir et vont bouleverser la donne. Ça, c'est quelque chose d'inéluctable, tu crois pas? Tout à fait.
et c'est la conclusion du reportage qu'on a diffusé, il y a peu de temps, qu'on a effectivement tourné l'année dernière. On a été, vraiment, surpris, moi j'étais jamais allée à Iten, hein, donc ça faisait un moment que je voulais y aller et impressionnant en fait, tout le monde court partout et en fait, c'est des coureurs qui font du trail sans même s'en rendre compte. Parce Bien que sûr. cette Pour terre aller à l'école rouge déjà. c'est ça, ouais, ils sont tout le temps sur la terre. Alors, là où ils sont, il y a pas des gros dénivelés, mais en fait, le trail, c'est pas forcément des gros dénivelés. Ah mais enfin tu de l'altitude quand même, hein? Il y a l'altitude, tout à fait et puis on a vraiment ces groupes de coureurs aujourd'hui qui se créent au Kenya, qui se préparent que pour le trail et qui viennent se confronter à l'UTMB, le marathon du Mont Blanc, À tout ce qui peut Cerzinal. leur apporter de l'argent pour faire vivre leur village. Est-ce que tu as noté des connexions, entre ces 2 cultures, entre toi et l'athlète kényan? Est-ce que tu as senti quelque chose ou est-ce que vous êtes restés entre vous, j'allais dire? Ben, c'est toujours un peu compliqué la barrière de la langue et mais moi j'ai adoré en fait les Kenyans, quand on est tous coureurs, donc c'est vrai qu'on est tous un peu de la même famille. Cette communauté, ce qui nous anime et ce qui nous rassemble, c'est la course et ces jours où ils nous donnent rendez-vous à 9h pour le fartlek kényan, on y va tous, on est tous là au départ, le top départ est donné et après c'est chacun pour soi et tu as des pacers kényans qui t'accompagnent, pour pas que tu sois laissé tout seul et là tu te rends compte qu'on est animé par cette passion commune, en fait et on est tous sur un pied d'égalité. On a, des baskets aux pieds, un débardeur, un short et puis on y va et juste un regard, comprend que, tu vis les mêmes choses à l'intérieur de toi. À Donc une époque où justement on se méfie, de l'autre, où le racisme malheureusement, reprend un peu de vigueur, est-ce que justement ce genre d'immersion, est pas nécessaire? Je veux dire parce que en fait, tu le dis: «Je cours pour le plaisir». Essentiellement, eux, ils courent essentiellement pour survivre. C'est pas exactement la même chose. ah oui, ça c'est évident, ils courent, comme nous on va travailler, ils se lèvent le matin, ils se posent pas de questions, hein, en forme, pas en forme, malade ou pas malade. Ils mettent les baskets, ils y vont, hein, 3 fois par jour parfois. Donc et ils le disent, hein, leur seule motivation, c'est pas le plaisir, hein. C'est, ramener de l'argent et c'est essayer de performer, de progresser pour, ramener de l'argent pour leur maison. Donc effectivement, on n'a pas les mêmes motivations, mais je pense on se rejoint dans l'effort et dans l'envie de se dépasser, de ressentir des choses, quand même dans l'effort. Après, c'est vrai que les motivations sont pas les mêmes. Mais, ouais, faut le vivre pour le comprendre. Je crois que quand tu vas pas à Iten, tu réalises pas forcément ça. Alors quand tu te déplaces pas, quand tu voyages pas, bah, tu restes évidemment, confiné dans ton intérieur, dans ta culture et tu considères que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas forcément, bien. Alors donc faut voyager. Faut voyager. Toi, tu voyages beaucoup. Déjà, tu habites à La Réunion, donc tu es obligé de repasser à chaque fois par Paris, hein, donc voilà et tu vas te retrouver en but avec des questions, importantes aujourd'hui qui sont des questions, d'écologie, des questions d'empreinte carbone et j'imagine que certains qui te connaissent pas bien doivent se dire quand même: Elle est gonflée quand même, hein, franchement, elle fait pas sa part de boulot, en fait». Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le sujet revient beaucoup, effectivement, surtout en ce moment où, voilà, l'écologie est au cœur des problématiques, hein, j'en ai tout à fait conscience. Maintenant, on a trop tendance comment dire? À faire un parallèle empreinte carbone, voyage, sauf que dans l'empreinte carbone, il y a pas que les voyages. Il y a la façon de vivre, il y a, voilà, est-ce que tu as 2 maisons, 3 maisons? Est-ce que tu as une voiture, 2 voitures? Comment tu te déplaces? Est-ce que tu te déplaces, en métro ou est-ce que, tu prends ta voiture pour aller à la boulangerie? Est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants? Est-ce que tu consommes local? Qu'est-ce que tu achètes? Enfin, tu vois, en fait, on fait trop le raccourci entre empreinte carbone, voyage, même si effectivement, c'est une grosse part de l'empreinte carbone. Mais, oui, aujourd'hui, un athlète, sponsorisé, doit bouger, il peut pas rester sinon il a pas de partenaire, en fait. C'est pas pour rien qu'on dit, international.
international, un athlète international, il doit sortir de sa nation. Donc oui, c'est un métier. Le conducteur de l'avion, ouais, il fait je ne sais combien d'allers-retours. Il y a beaucoup de métiers qui t'obligent à voyager. Et les athlètes qui en vivent en partie de leur sport sont en soi obligés de voyager. Aujourd'hui, il est rare maintenant que je voyage pour mes vacances. Et pour mon plaisir, personnel, même si mon plaisir est aussi, ma pratique et mon travail. Mais, voilà, j'essaye, d'être raisonnable dans ouais, j'ai bien conscience que c'est trop, mais je fais ce que je peux avec d'autres choses à côté et ce qui m'agace un petit peu, c'est, toujours, le jugement, C'est ceux qui ne te connaissent pas, en fait. ouais, ceux qui me connaissent pas, puis même en fait, toujours juger les autres, chacun fait ce qu'il peut et c'est ce qu'il faut se dire en fait. On a tous, la problématique elle est là, et on Toi, ta recette, c'est de ne pas porter de jugement sur autrui? bah, j'essaye alors Peut après, tenir n'importe quel discours devant toi, tu vas adopter une certaine forme de tolérance par rapport à ça systématiquement? non, pas c'est pas que je vais avoir, une envie de comprendre. En fait, c'est déjà, ne pas juger sans comprendre. Comprendre, bah, l'histoire de la personne, son pourquoi en fait, pourquoi elle est comme ça, pourquoi, elle s'est mise dans cette situation. En fait, je trouve qu'aujourd'hui les gens jugent sans connaître et sans, essayer de comprendre et c'est ça qui est dommage et c'est facile en fait sur les réseaux sociaux, de mettre un petit commentaire, là, bah, pas plus tard qu'hier soir, sur ta vidéo que tu as postée de l'Eco-Trail, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui mit, «Ah, ce sport est complètement idiot». Ouais, Je c'est sais pas si incroyable. tu l'as vu? Non, je regarde pas, mais oui, c'est lapidaire, ça veut rien dire, «C'est c'est idiot ce sport, le trail est idiot». OK, ouais, OK, quoi bon, d'autre? comment interpréter ça? Enfin, c'est facile en fait de mettre et cette façon de juger comme ça constamment sans comprendre donc moi je dans ces cas-là, si je suis pas d'accord, je vais essayer de comprendre et après si effectivement, j'ai l'impression que c'est pas mes valeurs, ben écoute, je vais passer mon chemin en fait Ça te et blesse, certaines remarques? oui, ça peut me blesser, ça peut m'atteindre effectivement. C'est jamais agréable en fait, même si tu te dis que Même la si c'est Anonymous 38, quelqu'un que tu sais même pas qui c'est qui est derrière, quoi. bah, maintenant, un petit peu moins parce que j'ai appris à relativiser parce que je vois, que parfois, c'est facile et que c'est des personnes au final, c'est des personnes qui vont pas bien, en fait, parce que quand tu commences à réagir comme ça, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui doit pas aller bien et je suis plus malheureuse pour eux parce que je me dis que ces gens-là, ils doivent pas être heureux dans leur vie. Quand tu es bien dans ta vie, tu as pas besoin d'aller, constamment, juger la vie des autres. Donc c'est malheureux pour eux, malheureusement, mais j'essaie de m'en détacher. Ça va, maintenant, je m'en détache beaucoup plus de ça. Mais c'est compliqué de pas répondre, de se retenir, en fait. Tu comptes courir combien de temps encore, Ah, jusqu'à ce que mes jambes me portent, moi, hein, tu Ouais. sais, Donc ah dans ouais. 20 ans, par exemple, Sissi Cusso, 63 ans, tu te vois encore en train de te battre en M je ne sais combien, Bah, ouais, tu me tendras le micro, au départ de la Diagonale des Fous, ouais, j'espère, bah, on voit, hein, moi, je suis aussi très admirative des personnes d'un certain âge, qui se lancent dans des courses, je trouve ça génial d'avoir encore, la forme physique pour le faire. même si ça demande énormément de temps de préparation et que quelque part, ça confine à l'égocentrisme quand même, parce que ça veut dire que, bah, c'est quand même ton nombril qui est prioritaire, quoi. Bah, non, parce que tu peux partager, je suis pas trop d'accord avec ça. Tu partages avec les gens, tu peux aller dans des clubs, dans des assos, tu peux créer des communautés, non, non, moi je trouve que, c'est pareil, c'est un peu raccourci de dire que la course à pied est un sport individuel et égoïste. Le Je sport en général, je veux dire, c'est alors évidemment, il y a du partage et c'est tant mieux et sur le trail aussi, mais c'est globalement quand même quelque chose qui tu as ta montre, tu as tes données, tu as, ton rythme, tu as tous ces paramètres qui font que tu te ressentes sur toi-même quand même. ouais, mais tu peux partir sans montre, tu peux te Ça déconnecter un t'arrive peu de tout ça? ça. Bon, ça m'arrive vraiment de jamais la regarder, en fait. Je la prends un peu par réflexe, puis j'aime bien avoir, mes petits stats perso et voir un peu où j'en suis. Après, je suis pas du genre à analyser ma fréquence cardiaque, donc tu vois, sur l'Eco-Trail, je me suis fait la remarque, j'ai quasiment pas regardé ma montre. Je regarde ma montre au kilomètre 20 et quelques, je dis: «Waouh, c'est passé super vite» Ouais, et quand tu commences à trop regarder la montre, c'est pas bon signe en général, quand tu ouais. commences à regarder tous les kilomètres. Mais non, moi après tu peux pratiquer différemment aussi, plus tu avances en âge et
plus je pense que ta façon de pratiquer évolue. Tu vas juste aérer, tu fais un peu moins vite, mais tu continues à aller dehors. Pour moi, Tu c'est lèves la la clé tête, tu des regardes le paysage. voilà, tu es plus en mode, rando, Ouais, exactement. mais faire des randos par étapes, enfin, moi, je souhaite à tout le monde, passer, un certain âge, de continuer à mais je pense que la clé, c'est de jamais s'arrêter, en fait. Quand tu t'arrêtes, c'est là que tu commences à Ouais, la notion de retraite, c'est complètement nul. ah Je suis d'accord ouais, avec ouais, toi. ouais. Tu seule aujourd'hui? Tu vis seule aujourd'hui? Ouais, je vis seule. J'étais en colocation à La Réunion, jusqu'en octobre dernier et puis on a eu des soucis avec le propriétaire, donc on a tous dû partir de la maison. Donc j'ai fait le choix de prendre un appartement toute seule. Et la solitude? C'est Non, ben, tu sais, les gens qui se plaignent de solitude, j'ai envie de dire, c'est qu'ils font pas l'effort, de s'ouvrir aux autres. Parce qu'aujourd'hui, à travers des assos, des clubs, sortir de chez soi, aujourd'hui, tu peux faire des choses avec les gens. Donc si tu as envie de rencontrer des gens aujourd'hui, surtout à La Réunion, hein. C'est à La Réunion, tu vas dans un café, tu prends ton ordinateur, tu commences à papoter avec ton voisin, les connexions se font très, très vite. Donc les gens qui restent seuls chez soi, oui, ils peuvent ressentir la solitude, mais quand tu as envie de rencontrer des gens aujourd'hui, dans notre société, c'est assez facile quand même. non, quand je parlais de solitude, je pensais aussi au célibat. C'est pas renoncer à quelque chose aussi? Ou est-ce que c'est au contraire, accéder à une autre forme de liberté? Ouais, c'est un choix de vie, aujourd'hui en tout cas. Ça me permet aussi d'avoir cette liberté, aussi de partir, sans, culpabiliser de laisser quelqu'un, sans, peut-être avoir une remarque, qui fait que, bah, tu le fais mais en Ou fait, alors connaître un déchirement aussi? De le oui, ou tout à fait et après je me dis que le jour où je vais rencontrer la bonne personne, ce sera comme une évidence, hein. Parce que ce jour va arriver. Bah, j'espère. Ah oui, oui, donc tu as pas fermé la porte? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Moi, je crois en alors je suis pas quelqu'un qui cherche, tu sais, après tu as les sites de rencontres et cetera. Moi, j'ai jamais été trop là-dessus. J'aime bien la magie de la rencontre, dans la rue ou sur un événement où, tu vois, c'est comme une évidence et cette évidence, elle peut arriver demain, comme dans un mois ou peut-être ne jamais arriver mais bien sûr que j'y crois. J'y crois, j'ai vécu une belle histoire de 10 ans, il y a pas de raison que ça me retombe pas dessus. Mais en attendant, je n'attends pas que ça me tombe dessus non plus. Je vis et Tu vis et tu vas mourir comme nous tous, parce que ça c'est inscrit. Bah paraît-il, non, mais c'est paraît-il. inscrit dès le départ et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi en fait, Bah, chacun retiendra, ce qu'il aura envie par rapport à l'image, Oui, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? «Ah bah si, elle était, bah, on veut toujours, qu'on retienne du positif de nous. Après, on vit pas pour ça non plus, donc on maîtrise pas, non je sais, ce que mais les autres pensent. Mais évidemment, je préférerais que les gens, puissent retirer du positif et se dire, elle avait, comment dire? Ce ouais, ouais, côté, ouais, 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 ouais expérience, inspiration. C'est et vrai qu'aujourd'hui pas, elle aimait la vie et elle pensait que tout était possible, je sais pas, quelque chose dans ce genre? Qu'il fallait jamais renoncer ou? ouais, après, les personnalités, tu sais, c'est compliqué à maîtriser, mais chacun se fera la vie qui de toute façon, tu sais, on n'est plus là, hein, donc ce que les gens penseront, je le saurai pas. Donc Va savoir. après tout, oui, il va savoir. Va savoir. Merci en tout cas de m'avoir fait la gentillesse et l'honneur de partager ce podcast et de m'avoir donné cette chaleur du soleil que tu portes en toi. Merci à Merci à toi. toi, Patrick, c'était un plaisir. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être